Espace TV, le 22h. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à cette grande édition d'information de la soirée. Les titres de l'actualité de ce jeudi. Les huissiers de justice n'ont pas repris leurs activités comme le leur a demandé le ministre de la Justice. La Chambre nationale des huissiers de Guinée dit n'avoir pas été convaincue par le discours de Maître Mody Doumbouya, alors que l'ordre des avocats estime n'être pas concerné par la communication du garde des Sceaux. Conséquence, les cours et tribunaux restent toujours boudés. Des doses de vaccins Sputnik V sont en rupture, rien à craindre, rassure le ministère de la Santé qui attend l'arrivée imminente de 10 000 doses. Et puis l'actualité sportive de ce jeudi, c'est la tournée du comité d'organisation de la CAN 2025, l'invalidation de la candidature d'Aboubacar Touré, la seule qui restait dans la course à la présidence de la FEGIFOOT. Les réactions à suivre avec la section sportive d'Espace TV. Bonsoir à tous et bienvenue d'abord pour commencer cette brève. La députée Zalikatou Diallo devient la troisième ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté du gouvernement d'Alpha Condé. Le décret de sa nomination a été rendu public ce soir sur les antennes des médias d'État. Elle vient ainsi remplacer Mamadou Taran Diallo, le seul des membres du gouvernement qui n'avait été ni renvoyé ni confirmé à son poste après la reconduction de l'essentiel du gouvernement de Kassouri Fofana. Dans un autre décret, le chef de l'État a nommé Tibou Camara de l'industrie et des PME porte-parole du gouvernement. Il prend ainsi la place d'Aboubacar Silla qui avait annoncé son départ après le Conseil des ministres de la semaine dernière. La crise qui paralyse l'appareil judiciaire est loin de connaître un dénouement heureux. Dans un communiqué publié hier soir, le garde des Sceaux avait demandé aux huissiers de justice et aux avocats de reprendre le travail à partir de ce jeudi 29 avril en attendant l'issue des négociations en cours autour de leur débrayage. Cet appel de Maître Mody Doumbouya est loin d'être entendu. Ce matin, tous les cours et tribunaux ont été boudés comme depuis 2 semaines maintenant. Mohamed Valek Touré, Alseni Camara. Malgré le communiqué du garde des Sceaux qui a invité les cours et tribunaux, les avocats et les huissiers à la reprise des activités dès ce jeudi 29 avril, le débrayage des huissiers et avocats reste maintenu. Un communiqué considéré comme un non-événement pour les principaux concernés. Pour le bâtonnier, ce communiqué ne concerne que les procureurs et non les avocats. En dehors du fait même que ce soit une décision prise par le ministre, les avocats sont des juristes. Nous ne dépendons pas du ministère de la Justice. Nous sommes régis par une loi, la loi 014 du 26 mai 2004. Nous avons aussi un règlement intérieur. C'est ce que les gens doivent savoir. C'est pour cela que j'ai insisté pour dire que nous ne sommes pas en grève parce que nous n'avons pas de patron. Le patron des avocats, c'est le bon Dieu et leur conscience. Pourtant, dans le communiqué, le ministre de la Justice a instruit les procureurs généraux et ceux de la République de se conformer à la procédure habituelle de délivrance des réquisitions après vérification au cas par cas du caractère exécutoire des titres qui leur sont présentés ainsi que leur conformité à la loi. Il a aussi demandé au président de la Chambre nationale des huissiers de justice d'apporter son concours à tous les parquets. Mais ce jeudi encore, les cours et tribunaux sont restés désertes. Tout dépendra de ce qu'il va nous proposer. Si ça va dans le sens de la satisfaction de nos revendications, c'est ce que nous voulons. Parce que nous savons bien que nos clients souffrent actuellement, surtout ceux qui sont en détention. Les avocats boudent, mais pour le délibérer, les avocats sont comme tous les autres. Ils sont dans la salle d'audience, ils sont passifs. Peut-être ce qu'ils peuvent faire après, c'est d'interjeter appel. Et nous avons prévu quand même, dans notre débrayage, nous avons prévu que les recours se fassent, que les avocats exercent les recours. Cette crise qui paralyse l'appareil judiciaire est loin de finir. Et pour cause, le département de tutelle peine à trouver un accord avec les grévistes, nous dit le bâtonnier.
Une nouvelle rencontre est prévue lundi prochain entre les grévistes et le ministère de la Justice pour tenter de trouver une solution à cette crise. Pendant ce temps, plusieurs Guinéens croupissent en prison, certains en détention préventive et d'autres à l'attente d'une délibération pour être situés sur leur sort. Plus de 7 ONG internationales et guinéennes élèvent la voix et réclament la libération de toutes les personnes arbitrairement détenues à la maison centrale de Conakry. Elles mettent en avant Oumar Silla, alias Fonike Mengue, qui a déjà passé 7 mois de prison pour avoir exercé, selon elles, ses droits civils et politiques. Al-Seyni Bari, Ibrahim Assouma. Une tournée du comité d'organisation de la CAN 2025 a sillonné quelques pays africains et quelques préfectures de l'intérieur du pays. Le chef du département des relations publiques, administrateur du site COCAN, s'est confié à notre rédaction. Yarno Saïdou Diakité explique les dessous de la visite de la délégation du COCAN guinéen chez les homologues camerounais et ivoiriens et à l'intérieur du pays. Le chef toutes nos excuses pour cette erreur et nous reviendrons sur cet élément d'Al-Seyni Bari et d'Ibrahima Souma qui parlent bien entendu de la rencontre avec bien entendu le dossier qui concerne essentiellement la justice avec les réclamations des ONG. 1869 décisions rendues sur 2012 dossiers, ce sont les statistiques des procès du tribunal de commerce depuis le démarrage de ses activités en 2019, 2 ans après sa création. Il a été question donc pour les juges de faire le bilan. Cette volonté cadre avec la vision du gouvernement qui consiste à garantir la sécurité judiciaire aux investisseurs et l'amélioration du climat des affaires. Djibril Ba, Tierno Salouba. Le tribunal de commerce fait partie des derniers instruments juridiques mis en place par les autorités. Jusque-là, aucune juridiction dans le jugement des litiges commerciaux impliquant les commerçants, ces impacts régissent les hommes de droit. Les chiffres pour le traitement des dossiers sont évocateurs, selon le président du tribunal. Au total, pour les 2 années combinées, nous avons enregistré 2012 affaires, 1869 décisions rendues, seulement 425 ont fait l'objet de recours. Des avancées ont été enregistrées, témoignent nos interlocuteurs, mais les défis à relever restent nombreux. Nous avons besoin de doter le tribunal d'un budget autonome pour faciliter une prise en charge rapide de ses besoins. Nous avons besoin d'étendre le siège du tribunal en ajoutant un étage au bâtiment principal pour accroître sa capacité d'accueil. Le tribunal de commerce de Conakry est actuellement constitué de 5 magistrats, 40 juges consulaires, 6 greffiers et 12 membres du personnel d'appui. J'avoue que cette pandémie a freiné beaucoup de choses. Sinon, on aurait vu beaucoup plus que ça. En tout cas, pour notre part, nous sommes disposés à travailler, à œuvrer dans le sens de la justice. Dans une certaine mesure, vous êtes amenés à fournir assez d'efforts pour que la comparaison se fasse et que nous, Guinéens, pilotant le tribunal de commerce, nous ayons la possibilité de taper notre poitrine et de dire que nous aussi, nous avons un tribunal. 2 ans après sa mise en place, les membres du tribunal n'ont pas aussi oublié de solliciter l'installation d'une cour d'appel de commerce, ce qui va, selon eux, faciliter les recours au lieu de saisir les juridictions supranationales. La mairie de Ratouma a adopté ce jeudi à l'unanimité son budget annuel prévisionnel au compte de l'année 2021. Dans le souci de satisfaire aux besoins de la population de la commune, plusieurs programmes et projets ont été validés par les partenaires au développement dont les conseillers communaux espèrent la réalisation. Malik Sangiana Kamara et Yacouba Traoré pour le compte-rendu. En présence de l'ensemble des conseillers communaux, la mairie de Ratouma adopte son budget prévisionnel à l'unanimité. Il se chiffre à plus de 138 milliards 256 millions de francs guinéens. 4 milliards 400 millions sont prévus pour les dépenses de fonctionnement
contre 133 milliards 856 millions 159 235 pour des investissements. Satisfaction pour le maire de la commune qui tend la main à tous ses conseillers à une synergie d'action dans l'atteinte des objectifs. Du budget de fonctionnement jusqu'au budget, jusqu'à un autre projet que nous avons mis en place, tout a aidé à adopter. Nous voulons nous mettre au travail et nous voulons qu'on travaille pour la commune de Ratouma. L'appel que je lance à l'ensemble des conseillers, comme vous avez compris tout à l'heure, c'est qu'on se donne la main, on travaille ensemble. Cette commune-là n'est pas pour une seule personne, n'est pas pour un seul parti. C'est pour tout le monde. On va travailler ensemble la main dans la main pour que demain, on puisse rendre compte à nos mandats, les citoyens de la commune de Ratouma. L'agence de financement des communes de Conakry est à pied d'œuvre pour mettre le montant alloué à la disposition des collectivités concernées. Avec la présence du budget qu'on peut maintenant dire acquis, on a reconsidéré certains projets. Nous sommes revenus à 11 projets retenus, dont 8 seront financés par l'AFICON et les 3 autres par nos 2 partenaires, la BID et Enabel. Les programmes édictés, adoptés par le conseil communal dans leur PAI, l'AFICON envisagera, examinera les projets éligibles selon le manuel de procédure afin qu'on puisse faire le financement de ces projets. Ratouma en a prévu 8. Nous allons examiner avec les techniciens de Ratouma par rapport aux fonds promis dans le fonds de développement des communes de Conakry pour pouvoir faire face au financement. La pandémie du coronavirus a empêché, d'après les conseils communaux de Ratouma, le recouvrement des recettes prévues par le budget de l'année dernière. Seulement 27% de la prévision ont pu être atteints, ce qui est très faible, estime-t-il. Les députés de la 9e législature ont lancé hier mercredi le réseau guinéen des parlementaires pour la promotion du développement durable. Ils ont pour slogan « Après l'engagement des États, place à l'engagement des peuples ». Le réseau se fixe pour mission d'éradiquer des problèmes liés au changement climatique, à la gestion intégrée des ressources humaines en eau et à la lutte contre l'immigration clandestine. Antoinette Dédé Onivogui. L'objectif consistera pour ces élus du peuple de promouvoir les pratiques de développement durable, notamment en luttant contre les changements climatiques, la gestion intégrée des ressources en eau et la lutte contre l'immigration clandestine, dans le but de favoriser le développement durable. Nous, députés, tous bords politiques confondus, saisissant cette nouvelle orientation stratégique de notre Parlement, avons décidé de créer ce réseau et de l'affilier à l'international afin davantage impacter sur la résolution de certains problèmes qui assaillent nos mandants à la base. Notre objectif est de promouvoir les bonnes pratiques de développement durable, notamment de s'investir dans la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre l'immigration clandestine et la promotion d'une gestion intégrée des ressources en eau. Le représentant du président de l'Assemblée nationale à cette cérémonie de lancement, l'honorable vice-président Fodé Souma, a soutenu que ce réseau sera un outil efficace pour le développement durable. L'Assemblée nationale entend jouer désormais pleinement son rôle en tant que législateur, mais également contrôleur de l'action gouvernementale, tout en se positionnant pleinement comme un acteur de développement à la base. Au nom du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, la directrice de cabinet de la primature, en présidant cette cérémonie, a réaffirmé le soutien de l'exécutif vis-à-vis des actions du Parlement guinéen, surtout quand celles-ci vont dans le sens du développement durable. Je vous exhorte à redoubler d'efforts et vous rassure que Monsieur le Premier ministre et son gouvernement restent résolument engagés à vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. C'est l'occasion de rappeler que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été longtemps désigné par ses pairs comme leader des énergies renouvelables en Afrique, ce qui traduit à la fois son engagement personnel et l'orientation qu'il donne au gouvernement en matière de valorisation de nos ressources naturelles.
Et nous revenons sur cet élément d'Alseini Bari. Plusieurs citoyens guinéens croupissent en prison. Plus de 7 ONG internationales et guinéennes élèvent donc la voix pour réclamer leur libération. Elles mettent en avant Oumar Sila alias Fonike Mengue qui a passé 7 mois déjà en prison pour, dit-elle, ses droits civils et politiques. Alseini Bari et Ibrahima Souma. Ce 29 avril marque le 7e mois de détention de l'activiste Fonike Mengue. L'occasion est mise à profit par des ONG internationales et guinéennes de tirer la sonnette sur les conditions de détention des prisonniers arbitrairement maintenus selon elle à la maison centrale. Par Fonike Mengue, elle espère donc défendre les autres en vue de leur libération. Nous estimons que c'est une tentative de musellement de l'espace civil et politique. C'est une tentative de remise en cause, n'est-ce pas, de tous les acquis et de toutes les avancées obtenues au cours de ces dernières années. Donc nous demandons et nous exigeons la libération immédiate de Fonike Mengue ainsi que tous les détenus en situation de détention arbitraire à la maison centrale de Conakry. L'ONG Même Droit pour tous, signataire du communiqué comme cette autre structure, exige la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Pour son président, manifester fait partie des acquis démocratiques. Il promet de maintenir la pression pour obtenir la remise en liberté des détenus. Le communiqué de presse qu'on a fait déjà, vous savez, a une portée internationale. Vous avez des organisations comme Amnesty International, comme ACAT France, comme l'Organisation mondiale contre la torture. Ce sont des structures qui ont du crédit, qui ont du poids à l'international. Donc, prendre position sur un dossier sensible comme celui de Fonike Mengue, je pense que cela amène les autorités à réfléchir par 2 fois quant à la nécessité de continuer à maintenir illégalement ces personnes à la maison centrale de Conakry. Ces organisations de défense des droits de l'homme estiment que cette violation répétée des droits humains dégrade l'image de la Guinée à l'international. Il est nécessaire pour l'exécutif de mettre un terme à ces pratiques. On ne peut pas, dans un pays comme la Guinée, faire la prison pour avoir exercé son droit à manifestation, son droit de protestation, son droit de réunion. Ça, nous pensons que c'est grave et cette situation est de nature, comme je l'ai dit, à remettre en cause, à jeter du discrédit sur, n'est-ce pas, la Guinée en tant qu'État qui se veut démocratique. Cette dénonciation sur le plan international n'est pas la première. Les États-Unis, Amnesty International, les députés européens ont fustigé les violations des droits de l'homme en Guinée et remis en question les acquis démocratiques. La santé à présent dans ce journal. Sur 930 personnes testées le 27 avril, les 41 cas sont positifs à la Covid-19 et le cumul des décès est de 141. L'heure est à la vaccination dans le pays. La campagne a connu un dysfonctionnement ce jeudi par ailleurs. Les sites retenus à cet effet ont connu une pénurie de vaccins Sputnik V alors que plusieurs personnes étaient programmées pour leur 2e dose. Mais pas de panique, le ministère de la Santé annonce l'arrivée imminente de 10 000 doses. Ali Badara Kamara et Aliouba. Il est 12 heures. Nous sommes au siège de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ce jeudi. Au centre de vaccination, les volontaires au Sputnik V ne sont pas admis. Et pour cause, le centre est en manque. Comme à l'ANSS, le centre de vaccination du Palais aussi manque de vaccins Sputnik V. Les 300 000 doses reçues par le pays ont été complètement administrées. Là également, ils sont nombreux des citoyens venus pour seconde dose. Les gens viennent pour la prise de leur seconde dose sur le vaccin Sputnik et vu que nous sommes en rupture, mais là ce qui reste clair, c'est des choses qui vont prendre fin à partir d'aujourd'hui ou demain. Et tout ceci, depuis la semaine passée, ils viennent pour leur prise. Mais durant nos différentes communications, nous leur faisons savoir que ce n'est pas fatal pour eux, vu que sur le formulaire de consentement, ils savaient tous qu'il doit être pris dans l'intervalle de 21 à 28 jours pour la seconde dose. Mais là, ça c'était la moyenne, au maximum quelqu'un peut le prendre après, dans l'intervalle de 3 mois. Sur ces sites de vaccination érigés au Palais du Peuple, les équipes sont réparties en fonction des types de vaccins. Cette table est uniquement consacrée à l'administration du Sputnik V. Mais aujourd'hui, les candidats sont reprogrammés. Pour éviter des complications, Dr Lansine Kita passe à la sensibilisation.
Il n'est pas évident de prendre le vaccin Sputnik V en première dose et aller prendre le vaccin Sinopharm en seconde dose, chose qui n'est pas recommandée en santé. Alors, il leur communique, il leur sensibilise, tout en leur disant, oui, venez, avant même qu'ils ne s'asseyent. Ou des fois, s'ils s'asseyent, ils font une communication de masse. En d'autres termes, une sensibilisation de masse pour leur dire, oui, ce vaccin, il n'est pas disponible à ce jour, mais il sera disponible dans un bref délai. Prière de vous retourner, rentrer chez vous, tout en continuant les mesures de barrière sanitaire et appelez-nous au besoin, s'il y a autre chose, appelez-nous pour avoir des informations. Si est-ce que le vaccin il est là, il n'est pas encore là. Selon les dernières nouvelles, 653 personnes attendent leur deuxième dose de vaccin Sputnik V sur le site de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Sur 700 cadres vaccinés à la présidence, 97 personnes attendent leur deuxième dose de Sputnik V. Donc ils n'ont qu'à rester sereins. Ils n'ont qu'à rester à l'aise, il n'y a aucun problème par rapport, il n'y a aucune conséquence néfaste en tout cas par rapport à ce manquement de la date de rendez-vous. Donc on peut les donner le vaccin jusqu'à l'intervalle de 3 mois. Et les informations que nous avons de nos chefs hiérarchiques, c'est très bientôt les vaccins seront disponibles. À date, 91 696 personnes ont reçu les premières doses, soit 43 758 les deux doses. Et 47 754 personnes attendent leur deuxième dose avec les 4 types de vaccins disponibles au pays. La vaccination contre la Covid-19, c'est aussi à l'intérieur du pays. À Koya, l'opération a été lancée hier par les autorités préfectorales de la santé. L'objectif est de rompre la chaîne de contamination de la pandémie. La population de Koya s'est fortement mobilisée pour la circonstance. Mariam Fodé Kamara, Aboubakar Kekebangoura. La population de la préfecture de Koya, autrefois réticente à la riposte contre le Covid-19, s'est fortement mobilisée cette fois pour l'opération de vaccination. Elle se déroule sans incident grâce à une sensibilisation des autorités. Les réticences, nous connaissons un peu la socio-démographie de Koya. Depuis qu'on a commencé, chaque mois il y a des réunions mensuelles. Nous faisons passer ces messages. À travers eux, la population partout, ils vont faire la sensibilisation ou la distribution des médicaments au niveau de la population. Ils font passer cette sensibilisation, dire à la population qu'il y a une campagne qui arrive. Cette campagne, c'est la campagne de vaccination contre la Covid-19. Le directeur préfectoral de la santé de Koya explique le plan aménagé pour faire bénéficier tous les citoyens. Nous allons mettre des équipes mobiles qui vont tourner. Nous allons voir là où on pourrait avoir par exemple la police, la gendarmerie et la garnison militaire, peut-être pourquoi pas dans les écoles. Donc je crois que nous allons faire des équipes mobiles pour pouvoir toucher le maximum. Ce jeune vient de se faire vacciner. Il invite les citoyens à faire de même pour rompre la chaîne de contamination. Aujourd'hui, c'est un jour de la vaccination contre Covid-19. Je demande à tous mes compatriotes de venir se vacciner, car cette maladie, elle est vraiment grave. Parce qu'elle est là, la maladie n'est pas là pour une seule personne, elle est là pour tout le monde. Comme on a envoyé les vaccins contre cette maladie, je demande à tous mes amis, à tous mes compatriotes de venir se vacciner. L'opération de vaccination à Koya s'étend sur 10 jours, mais elle pourrait aller jusqu'à 1 mois dans le but de toucher le maximum de citoyens, à en croire le directeur préfectoral de Koya. Parlons de la crise à la société WAP. Nous sommes à Boké. L'heure est aux discussions. Les travailleurs ont rencontré ce jeudi les sages de la localité de Kamikolo Djarabia, dans le domicile du représentant de la communauté. Objectif évoquer les circonstances de la manifestation survenue sur la route minière de Dapilon. Les résultats des discussions ne sont pas encore très positifs. Les travailleurs exigent toujours le départ du directeur général et l'installation des nouveau bureau syndical. Reportage Mamadou Pete Diallo, Salifouli Fossissé. Après une manifestation survenue hier mercredi entre les forces de l'ordre et les employés de WAP, une rencontre s'est tenue aujourd'hui entre les sages de la localité et les travailleurs. Cette rencontre vise à discuter sur les démarches à effectuer pour le départ du directeur général de WAP et le changement des anciens membres du bureau syndical. 2 points sont essentiels dans ce problème. C'est le départ de Léo qui est en train en tout cas de faire souffrir tous les travailleurs ici.
Deuxièmement, les syndicats mis en place, ce n'est pas Léo qui les a pris. Après l'élection de Mara, parce que Mara a été vraiment 100% élu, Mara a mis ses syndicats ici. Mais comme aujourd'hui, Léo a corrompu ses syndicats et heureusement pour les travailleurs, les 2 ans de ces syndicats sont finis. Donc c'est pourquoi les travailleurs revendiquent d'enlever ces syndicats et de mettre un autre syndicat. Après une journée émouvante, les responsables de la localité où se trouvent les installations de l'entreprise WAP ont tenté de baisser les tensions. Réuni ce jeudi, le secrétaire chargé aux affaires sociales du district de Garabia souhaite la libération des détenus. Tout le problème aujourd'hui, c'est de relâcher les travailleurs qui sont envoyés en prison. Deuxièmement, envoyer les matériels envoyés par ces militaires. Donc si cela se fait tout de suite, je sais que demain, le travail va reprendre. Si cela n'est pas fait, en tout cas, on trouvera une autre solution. Parce que ce n'est pas possible que toi qui es en train de faire la grève avec ton ami là est parti en prison, et que toi tu le laisses en prison, tu vas continuer à travailler. C'est impossible. Les autorités de Boké, non seulement indexées par les travailleurs, se trouvent aussi accusées par les sages qui se sont impliqués pour dissuader la manifestation. Dans le but d'œuvrer pour la paix dans sa localité, ce sage de Kamikolo estime que les autorités préfectorales ont une position prise dans cette affaire. Quand j'ai appelé le préfet, il m'a dit de ne pas s'en mêler, que c'est le président de la République qui lui est mandaté à chauffer les employés de Dapilo. Est-ce qu'un responsable doit parler comme ça? Quand il m'a répondu de la sorte, j'ai eu honte et j'ai pas pu dormir. Pour moi, c'est nous qui devrons œuvrer pour la paix ici. Si je n'étais pas là hier, on allait enregistrer des cas de mort. Au cours de cette revendication, 14 employés ont été arrêtés et 3 autres blessés sont transmis d'urgence à Kamsar pour des soins médicaux. Pour rappel, ces grévistes demandent l'application du protocole d'accord signé en avril dernier et la mise en place d'un nouveau collège syndical car, disent-ils, ils craignent un licenciement sans aucune réglementation puisque dans les prochaines semaines, le consortium va lancer son premier train minéralier. Un centre de haut standing vient d'être mis à la disposition des femmes et jeunes filles de Guinée. C'est dans le cadre de leur autonomisation. Un partenariat rendu possible grâce à la coopération guinéo-turque. Le centre devrait permettre aux femmes et filles de Guinée de s'épanouir. C'est un compte rendu de Djenebemba Koulibaly et de Ibrahima Sori Kamara. Le but visé par ce projet est d'impliquer les femmes et jeunes filles dans le processus de développement socio-économique de la Guinée. La coopération turque reste à cet effet, convaincue que la meilleure manière pour y arriver est de les rendre autonomes. Il tient à vous dire que ce n'est pas le premier geste. La TICA avait fait des gestes par avant. On les a donnés, on a équipé de salons de coiffure pour les femmes, salons de coiffure pour hommes, une salle de réunion, les 2 salles polyvalentes équipées. Et on les a donné une quantité de machines à coudre. Tout ça, c'est pour que les femmes soient indépendantes de eux-mêmes. Dans un premier temps, le projet va se focaliser sur la gastronomie. Mais ce qui lui a poussé à penser à la gastronomie, c'est parce que c'est une façon d'avoir de revenus facilement. Parce que quand tu fais une bonne préparation avec un bon cuisinier, et non seulement ton restaurant sera connu et les gens vont quitter loin pour venir manger parce qu'il y a un manger qui est bien préparé par là. Les femmes et les jeunes filles sont au cœur des actions du gouvernement. Pour la ministre Haobe Avogui, cet accompagnement de l'agence TICA aiderait à coup sûr à l'atteinte des objectifs de son département. Il nous incombe réellement de pouvoir réfléchir sur des stratégies qui vont favoriser leur insertion socio-économique. Et aussi, il faudrait que nous pensions à promouvoir la production dans ces centres, parce que nous savons que les centres en soi sont de véritables mines d'or et nous pouvons, au sein de ces centres, les différents centres d'autonomisation, booster la mobilisation des ressources financières en faveur de l'autonomisation économique des femmes et filles.
La commission électorale des recours de la Fédération guinéenne de football a délibéré hier sur les affaires qui lui ont été soumises à l'issue de la publication de la liste des candidats au comité exécutif de l'instance dirigeante du football guinéen. La commission a décidé d'annuler partiellement la décision de la commission électorale en invalidant la candidature d'Aboubacar Touré pour le poste de président et celle de Morlaye Sila Mazo pour le poste de membre. On écoute le vice-président de la commission au micro de Mamadou Boyiba et d'Aboubacar Dine Kamara. Annule partiellement la décision numéro 002 de la commission électorale de la Fédération guinéenne de football du 21 avril 2021 portant publication de la liste des candidats pour les postes de président, de premier vice-président et de membres. Déclare invalide les candidatures de M. Aboubacar Touré pour le poste de président du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football et de M. Morlaye Sila Mazo pour le poste de membre du dit comité. Renvoie les requérants à mieux se pourvoir et les déboute de surplus de leur demande. Invite la commission électorale et le comité exécutif à prendre toutes les dispositions appropriées conformément aux dispositions de l'article 27, alinéa 3 du Code électoral et l'article 80 des statuts de la Fédération guinéenne de football. Comme on peut le constater, le feuilleton de la FEGIFOOT se déroule en plusieurs épisodes et on est encore loin de voir la fin. Kelfa la personne Camara, le premier à renoncer à sa candidature, n'exclut plus de revenir dans la course. Il a repris la parole hier sur le sujet. Le président du Afia Football Club salue la décision d'Antonio Souaré qui, dit-il, a privilégié l'intérêt du football guinéen. On l'écoute au micro de Mamadou Boyiba. Tout ce qui va dans le sens d'aider le pays, je suis prêt à m'y engager. Si on ouvre encore les candidatures et que je vois que la majorité des membres statutaires me soutiennent et que ces membres statutaires acceptent mes conditions qui sont entre autres l'unité entre les acteurs du football guinéen, l'entente et le développement de notre football, mais il n'y a pas de raison que je ne vienne pas, ne serait-ce que même pour la moitié d'un mandat, pour pouvoir mettre les choses en place et laisser la chose maintenant conduire par d'autres. Hier toujours, le ministre des Sports, lui, il a effectué un déplacement vers le stade Petit Sori de Nongo, le stade réalisé par KPC. Sanoussi Bantamasso était venu constater le niveau d'avancement des travaux. Il a profité de l'occasion pour annoncer que ce stade devrait servir de terrain d'entraînement lors de la CAN 2025. C'était un reportage de Mamadou Boyiba et Aboubacar Dine Kamara rendu par Mamadou Boulere Diallo. Arrivé sur les lieux aux environs de midi, le ministre des Sports s'est montré satisfait du niveau d'avancement des travaux. Il rappelle cette anecdote. Je suis très impressionné parce que lorsqu'on remettait ici à Afia pour réaliser son stade d'entraînement, beaucoup de personnes ne croyaient pas. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous sommes fiers. Après cette visite guidée, le ministre des Sports, qui est par ailleurs le président du COCAN, annonce que ce stade servira de terrain d'entraînement. Un village CAN sera construit derrière ce stade, mais cet espace est actuellement occupé par ces vendeurs de véhicules. Il leur demande poliment de libérer les lieux. Le comité de pilotage a décidé, à côté, à notre droite, de réaliser un village CAN. Donc les équipes qui seront hébergées dans le village CAN utiliseront le stade Afia comme terrain d'entraînement. Donc les travaux ont avancé. D'ailleurs, nous sommes sur les travaux de finition. Et nous nous félicitons et nous espérons que rapidement le village CAN va démarrer pour que les deux édifices poussent ensemble. Les occupants des lieux ne sont pas contre le déguerpissement. Cependant, ils demandent un délai moratoire les permettant de déplacer les 1000 véhicules stationnés dans ce parc. Plus de 200 personnes, de pères de famille qui vivent ici. Vouloir le dégager dans 2 jours ou dans une journée, non, on ne peut pas. On a demandé juste de nous donner minimum les 5 mois, 6 mois.
pour nous permettre de trouver une autre place, qu'on puisse y aller. Après moult échanges, le ministre d'État leur a donné un délai d'1 mois pour libérer les lieux. On parle religion. Début, c'est jeudi du pèlerinage national chrétien de Bofa. Durant 4 jours, les fidèles chrétiens catholiques passeront des moments de prière intenses, de louanges et d'adoration. La cérémonie d'ouverture du pèlerinage a été suivie d'une messe célébrée par Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry. Vous suivrez demain le reportage d'André Mossier-Milimono et Bernard Koundouno, nos envoyés spéciaux à Bofa. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à Ali Badara Camara qui nous a aidé à vous la présenter. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV, les meilleurs.